dans la résistance aux abus de pouvoir, l'aspect monétaire du pouvoir est souvent méconnu. Le pouvoir politique dépend du pouvoir monétaire. C'est celui qui a le pouvoir de création monétaire qui, en fait, tient les manettes les plus importantes, et celui qui aura le pouvoir politique devra se conformer à ce que veut celui qui a le pouvoir monétaire, et pas le contraire. Donc il est important, si on veut reprendre le contrôle de ceux qui nous représentent sur le plan politique, de ne pas laisser de côté l'aspect technique qui crée la monnaie. Pour l'instant, dans la plupart des pays développés, ceux qui créent la monnaie sont les banques privées. Ça, c'est déjà quelque chose qui n'est pas bien connu, qui commence à être connu sur Internet, mais qui, en général, chez le commun des mortels, n'est pas connu. Ce sont les banques privées qui créent la monnaie. Plus de 90% de la monnaie, c'est de la monnaie scripturale sur les comptes en banque, et qui apparaît à l'occasion du crédit. Quand vous allez voir une banque, que vous lui demandez 100 000 euros, elle dit pas de problème, et elle ne les a pas. Donc en fait, ce qu'elle fait, c'est que par une écriture comptable, elle a un bilan avec un actif, un passif. Sur la partie droite de son bilan, le passif, il y a ses dettes, il y a ce qu'elle doit. Et au moment où vous lui demandez 100 000 euros, elle crée sur son passif, elle prend, on pourrait dire une plume, mais en fait, il n'y a pas besoin d'une plume, c'est sur ordinateur, mais elle écrit un chiffre du côté, un chiffre supplémentaire. Elle dit 100 000 de plus que je vous dois. Oui, je vous dois 100 000 euros. Et ces 100 000, c'est de la monnaie. Ces 100 000, cette dette de la banque envers vous, c'est de la monnaie. Et elle peut le faire parce qu'en contrepartie, de l'autre côté de son bilan, elle dit, mais vous me devez 100 000. Donc, je vous dois 100 000, vous me devez 100 000, c'est équilibré en comptabilité, c'est vrai. Et ces 100 000 qui sont du côté du passif, ces 100 000 qui sont la dette de la banque, vont circuler ensuite avec, à l'aide de chèques, des ordres de transmission. Et ces 100 000 vont se retrouver un peu au passif de cette banque-là. Donc, il va disparaître de ce passif sur cette banque, mais il va apparaître au passif de cette banque-là. Ou par un autre chèque, il va disparaître de ce passif de cette banque pour apparaître au passif. Et finalement, la monnaie qui est, dès le départ, un passif sur une banque, donc un chiffre écrit du côté droit des bilans sur une banque, va ensuite circuler par les chèques et les virements, va circuler d'un passif de bilan à un autre passif de bilan de banque. Et c'est de la fausse monnaie. C'est de la monnaie qui marche très bien, on s'en sert, mais c'est de la monnaie, on pourrait considérer ça comme un faux monnayeur ferait pareil. Il créerait la monnaie au moment où il en a besoin. Et ensuite, quand l'emprunteur rend la monnaie, rend l'argent, donc il se sert de l'argent, il le fait fructifier, il l'investit, il touche en général plus que ce qu'il a investi, sinon il ne le ferait pas. Et cet argent, il peut le rendre. Et quand il le rend à la banque, elle, à chaque fois qu'il y a un remboursement, elle détruit l'argent. Donc si sur 100 000, je rends 10 000, on détruit 10 000 de monnaie et on détruit 10 000 de la créance envers l'emprunteur. Et donc la banque, en fait, quand elle prête l'argent, elle fait apparaître deux chiffres égaux à l'actif, au passif, son bilan. Et ensuite, à chaque fois qu'il y a un remboursement, ces deux chiffres diminuent. À la fin du remboursement, la monnaie a disparu. Voilà le principe de la monnaie. La monnaie, c'est aussi simple que ça, c'est-à-dire qu'en fait, on a peine à y croire au début, il suffit de, même pas d'encre, puisque c'est électronique, il suffit de la confiance en la banque, il suffit de la confiance qu'on fait à la banque pour qu'ensuite, quand on fera des chèques sur cette banque, on n'aille pas vérifier que c'est vrai ou pas vrai. Si on fait un chèque sur cette banque et que la banque opère le virement, ben c'est qu'on peut compter dessus. Donc aujourd'hui, 90% de la monnaie, c'est ce type de monnaie qui apparaît au moment des crédits et qui disparaît au moment des remboursements. Plus de 90%, donc presque toute la monnaie. Si aujourd'hui, tout le monde remboursait ses dettes, il n'y aurait plus de monnaie. Il n'y aurait plus que les billets et les pièces, qui sont d'ailleurs une autre dette, une dette de l'État. Une dette de l'État, mais l'État n'est pratiquement plus l'émetteur de la monnaie. Sauf pour la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire les billets et les pièces. Alors, c'est ce qu'on apprend dans toutes les facs. En première année de fac, on apprend ça, Donc, c'est pas un secret du tout. Le fait que ce soit les banques privées qui créent la monnaie, c'est pas un secret, c'est enseigné, on le sait.
On comprend mieux si on a fait un peu de compta, donc si on comprend l'actif, le passif dans un bilan. C'est vraiment important pour comprendre la monnaie d'avoir fait un peu de compta, de comprendre que c'est une dette de la banque qui circule et qui devient, une fois qu'elle est partie, c'est plus cette banque qui le doit, c'est une autre banque qui le doit. Et une fois que ça circule, c'est cette autre banque qui le doit. C'est une dette qui circule. C'est une promesse de payer, une dette, une promesse de payer. Je vous conseille ce très très bon bouquin de Pierre-Noël Giraud qui s'appelle le commerce des promesses et qui montre la centralité dans notre système financier pour financer l'économie, la centralité de la confiance dans de simples promesses. Et en fait, tout notre système monétaire, c'est de la promesse de payer. Il n'y a pas de vraie richesse, il n'y a plus d'or ou d'argent, plus du tout. En fait, la monnaie a été dématérialisée complètement en 1971 quand Nixon a décidé que le dollar était plus gagé sur l'or. Et à partir de ce moment-là, tout était possible. On pouvait en créer autant qu'on voulait. Alors, donc on l'apprend dans les écoles, mais on n'apprend pas à porter un œil critique à l'école. À l'école, on apprend comment ça marche, comme si c'était une fatalité, comme si c'était le meilleur système, comme si c'était, ben voilà, c'est comme ça, et puis ensuite on passe à autre chose, parce qu'en économie, il y a beaucoup de choses à apprendre, à enseigner. Il faut enseigner comment fonctionne le chômage, comment fonctionne le commerce extérieur, l'épargne. Il y a plein de choses à expliquer en économie. Et donc, sur la création monétaire, on ne reste pas longtemps. Pourtant ça mériterait. Ce qui n'est pas fait, et qui mériterait d'être fait, c'est d'évaluer de façon critique la création monétaire en disant, voyons, ok, pour l'instant, ça marche comme ça, mais combien ça coûte, combien ça nous coûte, à nous, à la société qui nous organisons comme ça, d'avoir abandonné la création monétaire aux banques privées. Est-ce que ça pourrait être l'État qui crée la monnaie? Est-ce que ça a déjà été l'État qui crée la monnaie? Et là, il serait intéressant de voir qu'il y a des auteurs économiques de haut niveau, je pense à Maurice Allais, mais il y en a d'autres, qui soutiennent que, comme Fisher par exemple, Irving Fisher, qui prétendent que seul l'État devrait pouvoir créer la monnaie. Et cette monnaie que créerait l'État, il pourrait la prêter aux banques, moyennant un petit taux d'intérêt, qui deviendrait une ressource de l'État, qui serait comme un impôt, et qui permettrait d'ailleurs de payer moins d'impôts, beaucoup moins d'impôts, pratiquement, ça pourrait prendre la place de l'impôt sur le revenu. Parce qu'en volume, c'est ça que ça représente, d'après Allais. L'État créerait la monnaie, les banques ne pourraient pas prêter de l'argent qu'elles n'ont pas. Si elles veulent de l'argent, elles peuvent aller l'emprunter auprès de l'État. Elles peuvent l'emprunter auprès d'autres personnes, mais elles peuvent aussi aller l'emprunter auprès de l'État qui leur crée pour elles, qui leur fait payer un taux d'intérêt. Et puis les banques, quand elles le prêtent à leur tour, font payer un taux d'intérêt un peu supérieur. Comme font les établissements financiers. La différence de langage entre les banques et les établissements financiers, c'est précisément celle-là. Un établissement financier ne peut prêter que de l'argent qu'il a. Si quelqu'un vient le voir et qu'il a besoin d'argent et que l'établissement financier n'a pas cet argent, il faut d'abord qu'il aille chercher l'argent sur les marchés financiers, il le trouve à un taux donné et il le prête un peu plus cher. Et ils vivent très bien, les établissements financiers vivent très bien, ils ne sont pas dans la misère. On arrive à vivre avec ça. Mais les banques, elles peuvent faire plus. Les banques, elles peuvent créer la monnaie qu'elles prêtent. Alors, il faut comprendre que les banques étant plusieurs, elles ne peuvent pas créer complètement n'importe comment. Elles ne peuvent pas créer indéfiniment. C'est quand même pas de la magie. Ce qu'il y a, c'est que c'est l'ensemble du système qui peut créer de la monnaie quasiment indéfiniment. Et chaque banque de dépôt a une liberté de création monétaire qui correspond à sa part dans les dépôts. C'est-à-dire que si par exemple la BNP a 10% de part de marché, elle sait que grosso modo sur 100 de dépôts, il y en a 10 qui vont venir sur ses comptes, quelle que soit l'origine, que ce soit la Banque Populaire qui ait créé l'argent, que ce soit la Société Générale qui ait créé l'argent, ou que ce soit une autre banque, il y en a 10% qui vont venir sur les comptes de la BNP. Et donc quand la BNP, dans la journée, crée 100, elle sait qu'il y en a 90 qui vont partir de ces comptes, qui vont aller sur d'autres banques. Donc, ces 90 qui partent,
il faut qu'elle les trouve quelque part, puisqu'ils sont partis de ses comptes. Donc elle les crée tant que l'argent reste sur ses comptes, mais quand l'argent s'en va, l'autre banque, elle ne va pas accepter la monnaie BNP. Elles se compensent entre elles et il va falloir que la banque trouve de l'argent pour. Ça s'appelle refinancement. Mais si la même journée, non seulement la BNP a prêté 100, mais chacune des banques a prêté aussi, globalement, la BNP peut compter sur 10% de ce qu'ont prêté chacune des autres banques qui vont revenir sur ses comptes. Et donc finalement, dans la création monétaire de la journée, toutes banques confondues, la BNP, elle peut compter sur une création de sa propre autorité, de sa part de marché, donc 10%. Donc chaque banque, on peut dire que chaque banque crée de la monnaie donc librement, à proportion de sa part de marché. Si elle en crée plus, si la BNP, qui a 10% de part de marché, aujourd'hui, elle fait 20% des prêts de la journée. Là, il va falloir qu'il y a beaucoup d'argent qui va s'en aller de ses comptes. Il va falloir qu'elle se refinance. Si par contre elle prête moins, eh ben c'est les autres qui ont prêté plus et qui vont devoir se refinancer, elle va les refinancer. Et donc c'est pas tout à fait libre, mais globalement, si toutes les banques avancent au même pas, la création monétaire privée, elle n'est pas limitée par la concurrence. Elle est limitée par la concurrence, il y en a un qui essaye d'aller plus vite que les autres, mais s'ils progressent, s'ils prêtent de plus en plus à un rythme qui est le même entre toutes les banques, la concurrence n'est pas une limite. Donc la seule limite à ce moment-là, c'est est-ce qu'il y a des clients? Est-ce qu'il y a des gens qui sont demandeurs d'argent? Et là, on comprend mieux que les banques ont un intérêt à trouver des gens qui ont besoin d'argent, à trouver des emprunteurs, même si c'est des clochards. Parce qu'une fois que tout le monde est endetté au dernier degré, les gens veulent plus s'endetter. Et comment on fait? Pour créer de la monnaie, on a besoin de trouver des emprunteurs, parce que la banque ne peut pas créer de monnaie, puisque c'est au moment du crédit que se passe la création monétaire, il faut trouver des emprunteurs. Si déjà tout le monde est très endetté, les entreprises, les ménages aisés, capables de rembourser sont déjà endettés, il y a un moment où les banques, pour continuer à créer la monnaie et continuer à gagner encore plus, toujours plus, les banques vont avoir tendance à prêter à des gens même qui ne sont pas capables de rembourser. C'est le mécanisme des subprimes quand ils ont commencé à les prêter à des gens incapables de rembourser. Ce qu'on n'apprend pas à l'école, c'est à protester contre le fait que ce soit les banques privées qui créent la monnaie. Ce qui est légal, puisque les banques ont obtenu de nos parlementaires il y a longtemps déjà cette autorisation. Les premiers banquiers à obtenir cette autorisation étaient un banquier anglais, Guillaume d'Orange, donc avec la Banque d'Angleterre, mais très vite, ça s'est généralisé. Et en fait, à partir du moment où nos parlementaires ont dit oui, c'est comme ça que ça se passe, les banquiers peuvent créer de l'argent, peuvent prêter de l'argent, peuvent prêter plus d'argent qu'elles n'ont, ça veut dire en créer. C'est devenu légal et c'est incontestable sur le plan du droit. Mais sur le plan politique et sur le plan économique, c'est-à-dire sur le plan de ce que ça coûte à la collectivité et sur le plan même politico-économique, sur le plan de la capacité de corruption que ça donne à ces acteurs, parce que c'est des gens qui sont déjà très riches au départ et qui deviennent, quand ils captent la création monétaire, ils deviennent encore plus immensément riches, donc encore plus capables de corrompre absolument tout le monde.